On va évoquer d'abord, bien sûr, ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Manuel Valls qui a présenté son programme de stabilité, les 50 milliards d'économies, va le présenter à Bruxelles. Il a demandé le vote de sa majorité, ou en tout cas de l'Assemblée nationale. Si vous aviez été député, qu'auriez-vous voté ? Contre, évidemment. Contre, parce que ce pacte de stabilité est un pacte d'austérité. La réalité, c'est que l'application bête et méchante, du début d'ailleurs seulement, de l'austérité imposée par l'Union européenne à l'ensemble des pays. Donc ce pacte, il est non seulement inefficace, puisqu'on sait pertinemment, d'ailleurs la CGPME l'a dénoncé, que dans son volet aide aux entreprises, il va n'aider que les grandes entreprises et que, comme dit la CGPME, ce sera pour les grandes entreprises fromage et dessert, mais que les PME, les PMI, les TPE devront attendre 2017, c'est-à-dire quand les socialistes seront battus. La baisse des cotisations seront battus pour pouvoir voir le moindre bénéfice. Alors ce sont elles qui créent l'impôt. Bon, il est injuste. L'emploi, vous voulez dire l'emploi, pas l'impôt. L'emploi, excusez-moi. Il est injuste parce que il met en place une austérité sur les classes populaires, sur les classes moyennes. Même si Manuel Valls annonce un geste pour les petites retraites, une clause de revoyure pour le gel du point d'indice des fonctionnaires, le maintien du plan pauvreté, alors qu'il avait prévu de le reporter. Ça me fait penser à cette blague de Coluche. Vous vous souvenez, donne-moi ton portefeuille, je te filerai 100 balles. Voilà. Donc il annonce l'horreur et c'est l'horreur moins 1, quoi. Bon, d'accord, mais ça reste l'horreur. Enfin, je veux dire, dans une situation où les Français sont dans très graves difficultés, cette austérité, bien évidemment, va peser, on le sait très bien, sur les classes moyennes, sur les classes populaires. Bon. Mais Marine Le Pen, est-ce que vous compareriez ce plan de 50 milliards d'économies à ce qu'a vécu la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, sincèrement, ou l'Irlande ? Mais bien sûr, c'est le début. Mais d'ailleurs, parce qu'il y a des baisses de salaire de fonctionnaires, il y a des suppressions de prestations sociales, c'est pas du tout ça quand même. Au début en Italie, ça a commencé comme ça. Et en Grèce, au début, ça a commencé comme ça. Et venons-en d'ailleurs, du coup, à l'efficacité de ce plan. On sait pertinemment aujourd'hui que les plans d'austérité qui ont été imposés à nos voisins n'ont pas rempli leur objectif. Ça n'a pas fait baisser le déficit, c'est faux. Ça n'a pas fait baisser la dette. Il y a d'ailleurs eu un mensonge qui a été dénoncé par le Guardian, qui a été dénoncé par la Tribune, qui a été dénoncé par le Wall Street Journal. Dernièrement, on nous a dit que il y avait un excédent primaire de la Grèce de 0,8%. C'est un pur mensonge. La Commission européenne a admis qu'elle avait en réalité utilisé une méthode de calcul spécifique pour la Grèce. La réalité, c'est que la Grèce a 8,7% de déficit primaire. C'est-à-dire que le déficit ne cesse d'augmenter. Il était moins important l'année dernière et que la dette a atteint 175% du PIB. Donc ça crée du déficit, parce que ça crée de la contraction de l'économie, ça crée donc du déficit, ça crée de l'augmentation de la dette. En même temps, vous voyez dans ce plan de Manuel Valls aussi des mesures pour maintenir le pouvoir d'achat, ces fameux demi-SMIC par an, peut-être en cotisation de baisse, en baisse de cotisation salariale, 500 € à peu près par an pour les SMIC, ceux qui reçoivent le SMIC, mais aussi des baisses de charges sociales pour les entreprises, pour pouvoir créer des emplois et investir. Donc il y a quand même le sentiment qu'on ne fait pas que fermer les robinets. On essaie aussi d'injecter un peu de pouvoir d'achat pour les Français. Non. On essaye de contrebalancer la violence de la cure que l'on va imposer, de la contrebalancer un peu pour ceux qui sont les plus modestes. En réalité, ça s'appelle un jeu de bonneteau. On va reprendre de la main droite ce qu'on a donné de la main gauche. Il va y avoir des augmentation d'impôts. D'ailleurs, Manuel Valls l'a rappelé. En septembre prochain, certainement. Ça va être saignant. Et par conséquent, le petit geste qui a été fait pour ceux qui touchent le SMIC, très probablement, va être complètement rasé, soit par les impôts, soit par des remboursements divers et variés, c'est-à-dire les réformes qui vont avoir lieu dans l'assurance maladie. On le sait pertinemment bien. Bon. Donc, que feriez-vous ? C'est-à-dire que pour vous, il ne faudrait pas essayer de baisser le déficit, il ne faudrait pas essayer ? Je vous le répète, ce sont des aides pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui n'ont pas besoin d'aide. Et celles qui ont besoin d'aide vont voir passer le train devant leur nez et n'auront aucun avantage à ce pacte. Donc, il y a zéro bénéfice à ce pacte. Est-ce que vous ne feriez pas, vous, si vous étiez au pouvoir, vous n'essayeriez pas de baisser les déficits, de baisser la dette de la France ? Moi, je changerais d'abord le modèle économique de la France. Oui, vous sortiriez de l'Union européenne, vous sortiriez de l'euro. Je mettrais en place un protectionnisme économique pour éviter que nos entreprises ne tombent les unes après les autres à cause de la concurrence internationale déloyale. J'arrêterai la directive détachement des travailleurs qui met en compétition nos salariés français avec des salariés à bas coût qui viennent
viennent de l'étranger. Alors qu'il y a des problèmes structurels qui ne seraient pas résolus parce que vous proposez. C'est ça qui est structurel. C'est le modèle économique qui est une erreur structurelle. C'est cet ultralibéralisme qui tue notre économie. C'est ce qui fait que l'Union européenne est le trou noir de la croissance mondiale depuis 10 ans. C'est le choix politique qui a été fait. Pas pour l'Allemagne. Mais non, évidemment, c'est le seul pays, permettez-moi, on prend toujours cet exemple-là, c'est le seul pays qui a une monnaie parfaitement adaptée, puisque c'est l'Allemagne qui a construit cette monnaie, justement autour du mark. Donc, stop. C'est ça notre problème. C'est l'interdiction du patriotisme économique. Et l'affaire Alstom en est une démonstration flagrante. Alors, on va en parler dans un instant. Permettez-moi, changer le modèle économique. Il faut protéger les Français dans la crise et contre la mondialisation sauvage. Et parallèlement, il y a des économies à faire. Mais je suis en désaccord total avec le choix qui est fait. Il faut faire des économies sur l'immigration. Combien ça ferait ? Puisqu'on parle de chiffres, combien ça ferait ? Le coût de l'immigration est aujourd'hui mesuré entre 35 milliards d'euros par an pour les plus optimistes et 70 milliards d'euros par an pour les plus pessimistes. Prenons deux éléments. Le droit d'asile a explosé. Le coût du droit d'asile a explosé. Il est aujourd'hui proche de 800 millions d'euros par an. L'aide médicale d'État est aujourd'hui proche de 800 millions d'euros par an. Vous voyez que des sources d'économie, il y en a. La fraude sociale, rien n'a été fait contre elle. Nous versons 7 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Nous versons des plans. Nous versons des plans de renflouement de l'euro. À combien en est-on ? 70 milliards d'augmentation de la dette, dont 40 milliards qu'on a d'ailleurs prêtés à la Grèce. Croyez-moi, compte tenu de la situation, on n'est pas prêt de les revoir. Écoutons Manuel Valls, il a évoqué justement l'euro et ce que pourrait faire le gouvernement français et l'Europe. Ces efforts doivent s'accompagner également d'initiatives fortes au niveau de l'Union européenne pour soutenir la croissance. Mais il faut aussi une politique monétaire plus adaptée, car aujourd'hui, le niveau de l'euro est trop élevé et le ministre des Finances, comme les ministres de l'économie, l'ont rappelé. Ah, ça sent la campagne électorale, hein. Moi, je dis aux Français, tous ceux qui ont changé d'avis dans les 3 mois qui précèdent l'élection sont des fiefs et menteurs. Voyez-vous, parce que le fait que l'euro soit trop cher, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date même pas d'hier, ça date de nombreuses années. Et ils ont vu mourir les entreprises les unes après les autres. Il est trop cher pour nous parce qu'on n'a pas de produits adaptés, peut-être. Permettez-moi, moi je pense à nous. Voilà, moi je pense à la France et je pense aux Français. Voilà, je ne pense pas aux autres, je suis peut-être égoïste, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est la situation de mon propre pays. L'euro est beaucoup trop cher. Il n'y a qu'un malheur, c'est que quand il a dit ça, il n'a rien dit, Monsieur Valls, car il sait pertinemment une chose qu'on cherche à cacher aux Français, c'est que l'Allemagne s'opposera de la manière la plus ferme à toute dépréciation ou à toute dévaluation de l'euro, puisque c'est de l'euro cher, justement, de cet euro dit fort, mais qui en réalité cher, qu'elle tire son avantage, l'Allemagne. Alors parlons d'Alstom justement. Quelle est votre position là-dessus ? Vous êtes pour l'intervention de l'État telle qu'elle a été exprimée par de Montebourg et encore par Manuel Valls aujourd'hui qui parle d'enjeux stratégiques nationaux ? Et ça va donner quoi ces belles paroles ? Ça va donner rien du tout. Car bien évidemment, l'État aujourd'hui, enfin le gouvernement socialiste ne discute pas de comment faire en sorte qu'Alstom reste français. Il discute, est-ce qu'il vaut mieux nous vendre aux Américains ou est-ce qu'il vaut mieux nous vendre aux Allemands ? Or, je considère que pour une grande entreprise stratégique comme Alstom, tout à fait évidemment, il faut que ce fleuron industriel dont dépendent 18 000 emplois directs reste évidemment dans le giron français. J'ai donc écrit une lettre à Pierre-René Lemac, qui est directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui, en lui demandant clairement de prendre les dispositions financières nécessaires et je sollicite le rachat direct par la Caisse des dépôts et consignations des parts qui sont détenues par le groupe Bouygues Télécom. Ça représente 29% du capital d'Alstom. C'est le seul moyen de conserver en France la maîtrise de nos centres de recherche, de cette technologie avancée et de cette industrie qui est une industrie évidemment stratégique pour notre pays. C'est une forme de nationalisation. Oui, sûrement. Mais ça s'appelle le patriotisme économique. Et c'est ce qui nous interdit, c'est ce que nous interdit de faire l'Union européenne. L'Union européenne nous a sèchement répondu qu'il était hors de question que nous intervenions dans Alstom pour pouvoir conserver cette entreprise dans le giron français. Ça changerait quoi sur le plan des marchés, des produits que propose Alstom, de l'efficacité de l'entreprise telle qu'elle est ? Ça dépend de l'emploi, par exemple, parce que les pertes d'emploi, on va les subir. Les délocalisations des centres de recherche, c'est évident. Les délocalisations
délocalisation de centres de production, c'est évident, de technologie, c'est évident. Pourquoi? Parce que vous croyez que les Américains ou les Allemands, ils veulent entrer dans Alstom pour des raisons humanitaires? Non, bien entendu. Ils veulent entrer dans Alstom pour pouvoir tirer de cette entreprise sa substantifique moelle et récupérer pour eux les éléments. Faire marcher Alstom et faire obtenir une création ou le maintien des emplois français. Et puis dépendre d'un pays étranger pour des éléments qui sont essentiels à notre indépendance. Eh bien non. Moi, je suis contre ces options. Même européen, ça vous choque. Mais c'est pareil. C'est européen, d'accord, mais c'est pas français. Moi, je veux que la France reste un pays libre et indépendant. Et pour cela, elle doit maîtriser cet élément essentiel qui est évidemment quand vous voyez des grandes entreprises françaises comme Schneider Electric qui achètent son concurrent en Grande-Bretagne, quand Danone devient une entreprise mondiale, quand AXA, la BNP, Renault sont des grandes entreprises, Renault premier constructeur en Russie, vous avez le même discours, vous dites ah ben non, il faut que les entreprises soient russes en Russie, chinoises en Chine et allemandes en Allemagne. C'est ça? Ou alors est-ce que vous approuvez quand même que les entreprises françaises essayent de conquérir des marchés et soient dominantes, y compris sur des marchés étrangers? Quel est l'intérêt pour nous d'avoir des grandes entreprises françaises, mais que de nom, qui en réalité vendent des voitures à l'étranger, mais les fabriquent à l'étranger? Quel est l'intérêt pour nous? Juste la fierté de se dire c'est bien, ce sont nos voitures fabriquées à l'étranger qui sont vendues à l'étranger. Donc il faut pas. Donc il vaut mieux pas. Vous dites Renault doit rester en France. Non, mais je pense surtout qu'il faut mettre en place les conditions économiques pour que les entreprises arrêtent de délocaliser. Et il faut arrêter de s'en réjouir. Mais on parle pas de délocalisation, je parle de conquête de marché. Mais bien sûr que oui, on parle de conquête de marché. Mais bien sûr que oui, on parle de délocalisation. Souvenez-vous, quand on nous a vendu qu'on allait fabriquer les voitures en Europe de l'Est, mais qu'on les vendrait surtout pas en France. Elles ne viendraient pas faire concurrence à nos salariés français. La réalité, c'est qu'on est allé les fabriquer en Europe de l'Est et qu'on les a vendus en France. Mais ça veut dire en faisant de la concurrence au sein même du même groupe. Mais ça veut dire que vous déconseillez aux entreprises françaises d'essayer de conquérir des marchés à l'étranger. Vous pensez que le marché français peut suffire? Moi, je veux que les Français travaillent. Je veux qu'on arrête le chômage. On fait travailler les Français quand une grande entreprise conquiert des marchés étrangers. Ça n'est pas vrai parce qu'elles vont délocaliser leur production à l'étranger. Et vous savez pourquoi? Elles font de la recherche et parce développement, que bien souvent, non, Madame Melcré, bien souvent, les pays étrangers sont moins fous que nous. Et eux, ils imposent que les produits qui sont vendus sur leur territoire soient produits sur leur territoire, voyez-vous. C'est ainsi que la Chine est en train de développer son industrie automobile à elle. Parce que eux, ils voient l'intérêt du patriotisme économique. Il n'y a que nous qui soyons ouverts à tous les vents de la mondialisation, incapables de nous protéger face à cette mondialisation sauvage. J'ai une dernière question. Marine Le Pen, vous avez dit, les Français... vous avez évoqué l'Union européenne en disant que tout avait échoué dans l'Union européenne. Apparemment, un dernier sondage indique que 55% des Français ne sont pas d'accord, 56% sont opposés à la disparition de l'euro, au retour du franc, et 44% pensent que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose. Eh bien, ce sondage est contradictoire avec tous ceux qui ont été effectués par ailleurs. Le Figaro Opinion. Non, mais je vous l'ai dit, il est contradictoire avec tous les sondages qui ont été effectués. Les Français sont à juste titre extrêmement critiques à l'égard de l'Union européenne. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est surtout vous abstenez pas. Parce que quand on est contre l'Union européenne, on vote contre l'Union européenne. Et donc, on vote pour le Front National et les listes bleu marine. Parce que sinon, vous allez laisser ceux qui sont pour cette construction européenne, vous allez les laisser en poste et ils vont contribuer à l'accélération d'une Union européenne qui vous a privé de votre souveraineté monétaire, budgétaire, territoriale, législative, politique, juridique. Merci Marine Le Pen, merci d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Le journal de Rachida Marquis et puis on retourne à l'Assemblée pour faire le point sur le vote et avoir des réactions. À tout de suite.